Bonjour à tous, donc Jean-Michel Muriot de la direction des espaces verts de la ville de Nice. Je suis spécialisé, ingénieur horticole spécialisé en botanique. Je m'occupe du parfait Nice, jardin botanique et aussi de certains choix de végétaux et de tout ce qui est gestion écologique à la ville de Nice. Très bien. Donc, il était convenu de longue date que vous ne nous rejoindriez pas physiquement, le moment des élections étant peu propice à se sauver de son poste. Ça sera donc un duo que nous organiserons entre vous et puis Alexandre Chemetov, ici présent, architecte, urbaniste, paysagiste français, qui a pratiqué son activité d'architecte de manière assez ouverte, en refusant de mettre des barrières entre les disciplines. Et au sein de sa première agence, qui était le Bureau des paysages, avait rassemblé des architectes, des paysagistes, des urbanistes. Euh, il a œuvré dans de très nombreux projets, projets urbains à différentes échelles. On citera notamment la création de centre-ville de Boulogne-Billancourt, le réaménagement de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'un projet qui n'est même pas tout à fait encore terminé, mais pourtant déjà inauguré pour l'essentiel, mené donc avec la ville de Nice sur la continuation du premier projet qui avait été engagé, le parc du Payon, par l'agence PENA. Et la ville vous a mandaté pour cette seconde tranche d'intervention sur cette ancienne rivière. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur Muriot, si vous voulez bien réteindre votre micro pour le moment, et puis voilà, merci. Bon, donc je commence en parlant non seulement de Nice, mais de quelques projets pour arriver à Nice. Le premier de ces projets, je l'ai choisi cette image parce qu'on voit les coteaux de Villejuif et la photo des châteaux d'eau qui se trouvent sur l'invitation que vous avez envoyée. Et donc, c'est la vallée de la Bièvre. Voilà la vallée de la Bièvre. Et je me suis intéressé pendant longtemps à la réouverture de cette petite rivière, affluent de la Seine. Et ce qui change tout, c'est que là, elle est à la limite de Gentilly et d'Arcueil réouverte et que la présence de cette rivière dans la vallée réordonne, au fond, le désordre de la banlieue. C'est-à-dire que ce territoire qui était indéchiffrable devient compréhensible et que son désordre apparent révèle en réalité son histoire. Le deuxième point, c'est un petit, je fais assez vite, hein, c'est la plage du Havre, dans laquelle nous captons une source sur le coteau de Sainte-Adresse pour alimenter une petite rivière qui permet de planter le cordon dunaire parallèle à la mer et donc de gagner cet univers un peu hostile du front de mer. Le troisième exemple, c'est un projet que nous avions fait dans les années 80 avec Renzo Piano, la conversion du site Schlumberger à Montrouge avec la création d'un jardin et l'eau vivante jouant un rôle essentiel dans ce jardin. Et donc c'est l'autre exemple, c'est à Villejuif, donc on revient non loin des châteaux d'eau que vous montriez, où on collecte les eaux de ces immeubles d'un quartier qui s'appelle les Hauts-de-Bruyères dont nous sommes occupés. On voit ici les immeubles construits par Yves Lyon et le canal que nous créons qui sert de limite entre le parc des Hauts-de-Bruyères et le quartier des Hauts-de-Bruyères et qui est alimenté avec l'eau de pluie et qui est un canal vivant avec des poissons, des plantes, etc. Voilà le canal tel qu'il était il y a encore quelques années et qu'il est toujours. Un autre exemple à Sainte-Geneviève-des-Bois où on réalise un quartier qui s'appelle le quartier du canal des Honnêtes et l'élément central de ce quartier est un canal dans lequel nous récupérons l'ensemble des eaux pluviales d'un quartier de 1000 logements et qui est aussi un canal en eau vive avec un environnement vivant et qui redonne
une identité et une raison, au fond, à cet ensemble. À Nancy, je vais très vite, le jardin d'eau sur le bord, la transformation d'un ancien bras de décharge de la Meurthe transformé en bras vert, avec l'aménagement d'un parcours de canoë-kayak, et le jardin d'eau que l'on crée comme la fondation d'un futur quartier, qui est ce quartier des rives de Meurthe, en empruntant l'eau du canal de la Marne en Rhin pour lui rendre. Et on voit comment chacun de ces bassins préfigure l'implantation des maisons et comment, à partir de cette implantation, de cette géométrie, en fait, ce jardin donne naissance à tout le développement urbain et devient aussi l'élément fondateur d'un quartier. Et donc, voilà le canal et la petite canalette côté jardin, sachant que tout ça, ça n'est qu'un emprunt passager au canal. Sur le plateau de Haye, à 150 mètres au-dessus du canal, tout un quartier qui a fait l'objet d'un projet aidé par l'ANRU et le NPRU plus récemment, dans lequel l'ensemble des rues est assaini avec des fossés. Donc tout le système de voirie est fait sans bordure pour que l'eau s'écoule dans les fossés, sans réseau. Et l'économie qu'on réalise ainsi permet d'étendre les espaces publics, de les faire à moindre coût. Et donc, dans tous ces exemples, c'est l'eau qui occupe le centre de nos préoccupations depuis un certain temps, comme en Vendée sur la place Napoléon, très grande place qui a quasiment la taille de la place de la République à Paris, et dans lequel nous proposons de collecter l'eau de pluie pour alimenter un système de bassin. Donc voilà le schéma à la fois de collecte de l'eau des toitures et puis de réalimentation par la nappe de citernes qui sont construits en creux dans la place, qui sont recouverts par des bassins, ces bassins eux-mêmes étant le support de toutes sortes d'activités qu'on a développées avec ces animaux mécaniques construits avec nos amis de la machine de Nantes, donc François de la Rosière, et cette idée que le jardin d'eau, au fond, ce jardin d'eau de la place Napoléon redonne vie à une place qui était auparavant une espèce de vaste parking trop grande pour cette ville. L'architecte des bâtiments de France m'avait dit l'empereur n'aurait pas aimé, mais il n'a pas eu à donner son avis, donc on a continué à réaliser cet aménagement que l'on voit ici. Ensuite, un projet un peu différent à Bègles, où on transforme un centre de tri postal et où le thème principal de ce projet est de recueillir l'eau de pluie pour arroser les plantations et se servir d'eau de ville vaporisée pour créer un microclimat à l'intérieur de la rue qu'on creuse au milieu de ce projet, faisant baisser la température de 8 degrés à l'intérieur des rues de ce bâtiment, et ce qui permet de réaliser le rafraîchissement des bureaux en ouvrant la fenêtre tout simplement et sans avoir recours à l'air conditionné, sachant que l'évapotranspiration des arbres joue son rôle de rafraîchissement. Voilà l'ambiance des allées de ce ancien centre de tri postal converti en cité numérique. Dernier projet avant d'arriver au sujet niçois qui nous intéresse, des bureaux, des logements dans l'île de Nantes, avec, on voit, un plan d'eau, un système de toit qui permet de recueillir l'eau, c'est-à-dire cette idée que depuis l'égout du toit jusqu'au sol, en fait, le bâtiment accompagne la façon dont l'eau circule depuis le toit du bâtiment jusqu'au sol. Et vous voyez la coupe, on hérite sur ce site où presque tout a été démoli, d'une ancienne citerne qui servait à l'usine Alstom pour faire ses essais
et dont on s'est servi comme un réservoir. On le voit là vous voyez, dans la coupe, ce réservoir qui permet d'alimenter tous les bureaux en eau grise et en se servant d'eau de pluie stockée dans ce réservoir pour faire que les toilettes des bureaux soient alimentées avec de l'eau non potable. Et au-dessus de ce réservoir, on a créé un petit bassin dans lequel on va prochainement introduire des poissons. Et enfin, la place d'Enfer-Rochereau à Paris, dans lequel on va arroser un parterre, ici, avec une bouche d'eau non potable, c'est-à-dire de l'eau de ce réseau parisien, qui est de l'eau non traitée, l'eau de Seine filtrée, et qui permet de rafraîchir la ville et de la nettoyer en faisant circuler l'eau dans des caniveaux. Et donc, j'ai pris tous ces exemples pour vous dire que lorsqu'on aborde la question du paillon à Nice, qui est on est là dans un territoire plein de paradoxes, puisqu'on est sur un site d'une rivière, le Paillon, recouverte par des voûtes, une dalle, et sur laquelle ont été construits un ensemble de bâtiments, un théâtre, un musée, une bibliothèque, un parking, un centre des congrès. Le projet de la ville, conduit par le précédent maire Christian Estrosi, est de redonner à cet ensemble qui fait 10 hectares le caractère d'une promenade et donc de transformer un site hautement artificialisé en un site naturel et donc de passer de cette image à celle-ci, c'est-à-dire un parc de façade à façade, incluant les boulevards, incluant le musée, le MAMAC, incluant un parking, incluant la bibliothèque Louis Nucera, les autres bâtiments ayant été démolis. Et donc, la question de la façon dont la nature s'installe dans une ville hautement artificialisée, sur un site assez paradoxal, comme je disais, puisque c'est une rivière recouverte par une dalle, enfin, si vous préférez. Et donc, on étudie ce projet et voilà sa coupe, qui est tout à fait essentielle, parce que on voit là les voûtes du Paillon, qui est aussi un oued, qui est un torrent à sec la plupart de l'année, et avec de l'eau qui descend des montagnes, des 5 paillons qui arrivent à Nice et qui déferlent dans la ville. Chantal Thomas raconte dans son livre sur les femmes sur la Côte d'Azur comment un joueur de trompette installé dans le lit du paillon, jouant un air de musique, signalait à tous les gens qui s'étaient installés dans le lit du paillon qu'il était temps de déguerpir, parce que quand l'eau arrivait de la montagne, il fallait s'en aller rapidement. Et donc, c'est une rivière, disons, menaçante. Et au-dessus de cette rivière menaçante, pour recréer ce nouvel horizon fertile, on commence à installer des réservoirs, qui sont des réservoirs qu'on met sur les pieds de voûte paillons, et qui sont destinés à collecter l'eau de pluie pour alimenter les bassins d'eau vive et pour arroser les plantations. Voilà l'allure des voûtes du Paillon lorsque la démolition d'Acropolis est en train de se réaliser. Et vous voyez qu'on est loin d'être dans un terrain fertile, quoi. Et donc, il faut apprivoiser cette aridité pour arriver à installer un parc, un jardin. Et la première chose que l'on fait, c'est d'installer ces réservoirs d'eau. Et, et voilà le système qui permet de se servir de ces réservoirs parallèles et de les mettre en communication les uns avec les autres pour alimenter le système d'arrosage et pour alimenter aussi les bassins qui sont des bassins d'eau vive. Voilà la réalisation quand juste, c'était à peine un an après qu'on ait commencé les travaux. Donc, on va assez vite. On réalise le parc
avec ce qui ne se voit pas et qui détermine ce qui se voit et que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la création d'un horizon fertile et le stockage des eaux de pluie, Un y instant. compris, Est-ce que vous pouvez fermer vos micros en ligne, y s'il vous plaît, en compris, particulier Daniela? y compris l'alimentation de ce réseau par le système de réseau d'eau brute de la ville de Nice, qui, comme la ville de Paris, a aussi un réseau d'eau alimenté par la rivière qui s'appelle la Vésubie. Et vous voyez que maintenant, je propose une petite promenade dans ce jardin réalisé où des plans d'eau vive sont réalisés qui permettent d'accueillir des œuvres comme celle de Niki de Saint-Phal, de créer, de se servir du relief, etc., pour ouvrir des vues sur la ville, de créer des bassins de qualité différente, euh, une promenade avec mais une promenade ouverte sur la ville, c'est-à-dire c'est un jardin qui n'est pas un jardin séparé de la ville, mais qui est à l'intérieur de la ville et dans lequel, au fil de la promenade, on découvre ces plans d'eau, cette végétation, des ensembles arrosés pour créer de la fraîcheur. Et vous voyez, si je reviens sur l'image antérieure, de... pardon. Oui, je vous en prie. Voilà. Bon, mais j'ai pratiquement... Donc, vous l'enlevez, la petite... Voilà, merci. Et on voit l'état antérieur, donc, avec Acropolis. Et pourquoi je ne peux plus passer mes images maintenant? Ah oui, vous pouvez les mettre en plein écran? Je ne sais pas. Vaut mieux avoir le micro et les images que pas de son et pas d'image, hein, parce que sinon, ça devient franchement... Voilà. Voilà, merci. Donc, ça, c'est l'état des lieux. Ça, c'est l'image du concours, donc qui promet cette fertilité. Mais on la réalise. Mais bon, ensuite, il faut le temps aux arbres de pousser, etc. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est à la fois un tracé géométrique, en même temps une série de jardins différents les uns des autres. C'est une promenade, mais que ce que le stockage de l'eau et que tout le travail de nivellement du cycle de l'eau permet, c'est effectivement de rendre fertile un endroit qui était le contraire de la fertilité. Et vous voyez qu'à l'intérieur de la ville, ce parc naissant introduit l'idée que les deux rives de la ville, et puis depuis le bord de la mer jusqu'à l'horizon des collines, se retrouvent avec un paysage bien différent, qui est à la fois espace public, parc et jardin. Et ce qui est intéressant, et c'est ça dont nous voulions parler avec Jean-Michel Muriot qui va nous rejoindre, c'est ce travail non seulement sur l'apparence du jardin, c'est-à-dire sur le jardin comme un état de surface, mais sur le jardin comme une transformation du sol, finalement, dans des conditions relativement contraignantes, avec ses voûtes, ses dalles et ses boulevards, et dans lequel la collecte des eaux de pluie et le stockage des eaux de pluie, plus l'utilisation des eaux brutes de la Vésubie, contribuent à la fertilité de cette promenade urbaine. Donc on voit au travers de tous ces exemples que cette question de l'eau sur laquelle vous nous invitez à parler, d'abord, traverse à peu près tous les projets. On se rend compte qu'on pourrait parler pratiquement, enfin j'ai l'impression que l'ensemble de à quoi nous avons travaillé a trait à l'eau et que cette réalisation dernière qui a été inaugurée au mois d'octobre dernier et qui est en train de terminer maintenant, représente aussi cette idée à la fois de l'espace public, de la transformation
de bâtiments, mais aussi, et c'est ça l'essentiel, de la création d'un environnement dans un lieu extrêmement contraint. Donc, on n'a pas du tout, là, avec ce projet, la prétention comment dire, de réinterroger les origines de tout, mais de se servir d'une situation donnée à un moment donné pour rendre possible le retour de la nature en ville, qui, comme chacun le sait, est une question hautement culturelle. Voilà. Donc maintenant, on va passer la parole à Jean-Michel, qui va nous parler de Nice et aussi du Paillon, mais d'autres choses encore. Alors, si Jean-Michel, vous Bonjour, voulez... merci à tous. Est-ce que vous pouvez dérouler ma présentation PowerPoint et me Exactement. passer les pages, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le mettre sur l'écran. Je pense que ça va être fait, Jean-Michel. Là, je vous mets en plein écran aussi. Donc, au niveau gestion Voilà, alors, dans les espaces verts de Nice, donc là, on peut passer à la page suivante. Donc, en gros, on a à détailler l'origine de l'eau, la protection de la ressource. Parce que, comme disait, quand j'ai vu le très bon reportage là, sur Nîmes, on est un petit peu dans la même situation où on peut avoir soit trop d'eau, soit pas assez. Donc, on peut changer de photo. Donc là, Nice a bénéficié, un peu comme Paris, d'un réseau d'eau brute. C'est un réseau d'eau brute qui a été fait dans les années 1850 avec un canal de la Vésubie sur 30 km et qui apporte l'eau des montagnes. Il faut savoir qu'avant, à Nice, il n'y avait que l'eau du Paillon qui était puisée dans le fleuve ou des puits. Donc, il n'y avait pas assez d'eau pour permettre effectivement la croissance optimale de la ville. Donc, les gens étaient obligés de manger des pois chiches et de cultiver de l'olivier. Mais dès qu'il a commencé à avoir le développement touristique, l'idée de la ressource en eau était vraiment devenue absolument indispensable. C'est pour ça que ce réseau de brut a été créé. Et en même temps qu'il a été créé, on s'aperçoit aussi qu'il y a eu quand même de l'esthétisme qui a été fait avec des aménagements, notamment à la cascade de Guéraud, qui est le débouché en hauteur à 120 mètres d'altitude du canal d'Avésubie, qui permet effectivement à la fois quelque chose d'esthétique, à la fois quelque chose qui permet de décanter l'eau, et ça permet effectivement les agriculteurs récupérer effectivement les limons au canal de Guéraud, là, pour arriver effectivement à mettre dans leur terre. Et en même temps, après, on avait la cascade qui finissait au coin du château. On voit effectivement quelque chose d'esthétique avec la surverse du canal de la Vésubie. On peut changer. Et en même temps que l'eau qui arrive de l'eau brute, on a aussi un énorme chantier qui s'appelle Aliotis, qui est pour la récupération, la réutilisation des eaux usées traitées. C'est un des plus gros chantiers de France, ça va à peu près 700 millions d'euros qui va être fait pour permettre de retraiter les eaux usées de toute l'agglomération de Nice et pour pouvoir surtout la réutiliser pour arroser. Et s'il n'y a pas assez d'eau au niveau du canal de la Vésubie, on pourra réinjecter cette eau dans le réseau d'eau brute, ce qui permettra effectivement d'économiser totalement la ressource. On peut changer. Et c'est ça, effectivement, cette réalisation. Alors, pour l'instant, on a commencé très petitement parce qu'on a énormément de contraintes réglementaires, parce qu'on est obligé d'arroser que les arbres. On ne peut pas faire d'aspersion sauf s'il n'y a pas de monde, sauf s'il n'y a pas de personnes, mais faire ça de nuit. Donc, c'est vrai qu'on a énormément de contraintes sanitaires. Et là, on a commencé à faire un programme où on arrose une partie du parc Phénix et les eaux pour arriver à montrer au service de l'ARS pour arriver à ce qu'on ait l'autorisation d'utiliser cette eau. Photo suivante. Donc là aussi, j'ai quand même voulu aussi dire qu'il n'y a pas que l'eau pour arroser, il n'y a pas que de l'eau brute, il y a quand même aussi de l'eau qui est utilisée pour l'agrément en ville, et notamment pour les aspersions et les fontaines décoratives. Donc les fontaines décoratives ont de la fraîcheur comme zone d'aspersion. Donc il n'y a pas que de l'eau, je dirais, d'arrosage ou de nettoyage. Photo suivante. Et donc là aussi, pour effectivement aussi économiser l'eau, il y a effectivement à la fois la possibilité de la stocker, de la recycler, mais il y a aussi tout ce qu'on peut avoir au niveau des végétaux, mais des végétaux qui sont beaucoup moins gourmands en eau. Donc on peut changer la photo. Donc déjà, on a changé, on avait un fleurissement classique, puisque la ville de Nice a quand même niveau 4 fleurs niveau fleurissement. Et là, on voit un monastère de Cimier, où on avait effectivement des fleurs annuelles, qu'on changeait 2 fois par an. Et maintenant, on est passé sur un système de vivaces, qui sont quand même beaucoup plus résistantes et beaucoup moins consommatrices en eau. On change la photo. Et alors, on a fait effectivement, comme a fait
Alexandre Chemetov, on a mis carrément des cactus devant la tête au carré. On a un jardin botanique qui est spécialisé en végétation méditerranéenne, qui effectivement demande très peu d'eau. Et on a fait aussi dans la plaine du Var, dans l'écoparc, uniquement des zones d'oliviers et de choses méditerranéennes qui demandent peu d'eau. Photo suivante. Bon, on a aussi, parce que l'eau, il faut aussi des îlots de fraîcheur. Donc, on a profité pour désimperméabiliser les cours d'école, pour effectivement les végétaliser. Donc, on a supprimé l'enrobé. Donc, à la fois, on infiltre l'eau, donc il ne va pas dans les égouts, et aussi, ça permet de planter des arbres. Donc, on peut changer. Et on a aussi fait des trames vertes. Donc, on en a profité des travaux de tramway pour supprimer des voies bus en aérien. Et donc, on a pu supprimer sur la voie bus qui fait 5 mètres de large, on a fait 2,50 m de voies de pistes cyclables et 2,50 m de végétalisation. Donc, ça permet à la fois de faire de la fraîcheur en ville et aussi d'infiltrer l'eau. Changement. Et on a aussi fait des projets de noues paysagères avec des fossés peu profonds qui permettent effectivement de concentrer l'eau. C'est ce qu'on a fait effectivement dans la plaine du Var pour concentrer et effectivement avoir de la fraîcheur et de l'eau. Parce que non seulement on a effectivement des fois pas assez d'eau, mais des fois on a trop d'eau. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut arriver à stocker l'eau. Champ suivant. Donc, on a, par exemple, un exemple de place qu'on a fait, qui est la place Guaran, où on a effectivement aussi tout fait pour pouvoir drainer et infiltrer l'eau. Et on s'est aperçu quand même qu'en faisant ça, on avait quand même 4,5 degrés en moins dans la place, en ayant végétalisé, ce qui est effectivement énorme. Changement. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je propose que les questions s'adressent aux deux à la fois. Euh, et merci. D'abord, on ne vous a pas applaudi. Non. Est-ce que les valeureux dans la salle veuillent bien commencer? Oui. Donc, Philippe Delio. Philippe Delio. On va attendre pour qu'ils n'entendront pas sinon. Mais merci, ayant habité à Nice pendant 20 ans et après mon début au lycée horticole d'Antibes, ça me touche encore plus. Euh, vous nous avez pas parlé de la question des sols par rapport à la capacité de rétention d'eau, la capacité effectivement de la, de nourrir les plantes dans un sol, enfin un sol à fabriquer, n'est-ce pas? Ça, vous l'avez bien montré. Est-ce qu'il y a eu des particularités par rapport à la question de l'épaisseur, la question du réchauffement sur une faible épaisseur, ou finalement les Sachant qu'effectivement, on est sur à peu près 1 mètre maximum sur le paillon. Et quand on a fait les trames vertes, on a effectivement fait des tranchées filantes d'un bout à l'autre. On est descendu à plus d'1 mètre de profondeur. On a entièrement changé le sol. On met de la terre végétale. Donc c'est vrai que c'était un énorme investissement, des gros travaux, parce qu'il a fallu dégager tous les réseaux. Et on voit le résultat en 5 ans, comme ça a explosé. Je pense qu'effectivement, quand on fait des plantations, l'arbre, c'est bien, mais je dirais presque que le sol, c'est presque mieux. Il faut presque mieux avoir un bon sol bien profond et bien amendé et bien travaillé et bien drainé, et un arbre plus faible que d'avoir des gros arbres plantés dans des fosses minuscules. Parce que vraiment, les fosses filantes qu'on a fait à la trame verte, j'en reviens pas de voir comme tout a vraiment bien poussé. Et notamment sur la première tranche qu'on a fait avec Michel Pénat, on a aussi rechangé la terre. Il faut voir comme les végétaux ont explosé. On a l'impression que c'est là depuis des dizaines d'années, alors ça fait pas même pas 15 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment la clé. Ce qu'on a fait sur la deuxième saison du Paillon, c'est qu'on a fait les fondations des voiries, des chemins sur un mélange terre-pierre, ce qui fait qu'il y a une continuité des sols fertiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il y a la question de l'épaisseur de la terre qui joue, mais la question aussi de la continuité horizontale, c'est-à-dire pour créer véritablement ce qu'on appelle un horizon et que l'eau puisse s'écouler et passer et que les ouvrages ne fassent pas obstacle à l'écoulement de l'eau. On a fait ça sur les boulevards comme dans le parc. Et comme on est sur des sols hautement artificialisés, on a pu choisir les substrats
en fonction des différentes essences, des terres plus acides pour avoir des mimosas, des chênes-lièges, des arbousiers, etc., des sols calcaires pour les végétations comme les oléacées, d'autres types de sols pour les plantes venant du continent Austral. austral. Et, si vous voulez, en fait, ça veut dire, et j'en ai peut-être insuffisamment parlé, mais ça veut dire que la grande artificialité du support nous conduit à fabriquer les conditions du sol. C'est-à-dire que l'essentiel du travail est dans la façon de drainer, la façon de recueillir l'eau pour la ramener dans les réservoirs, la façon de et le modelé de la terre, puisque pour gagner de l'épaisseur, on a créé des sortes de modelés qui fait qu'on arrive à avoir plus d'1,50 m, voire 2 mètres par endroit de terrain fertile. Et donc, toute cette attention à la préparation des choses est aussi importante, voire plus importante. C'est ce que disait Jean-Michel à l'instant. C'est cette constitution du substrat avec son système d'arrosage et le stockage de l'eau qui devient l'essentiel au fond de la transformation. C'est-à-dire que c'est tout ce qui ne se voit pas qui est en réalité le plus important. Et sur la question, moi, quand j'y suis allé, et j'ai fait une belle promenade avec mes enfants, merci. Comment vous avez anticipé, sous forme d'un plan de gestion ou sous forme de formation des jardiniers ou sous forme d'une autre forme, la gestion des forêts urbaines, je ne sais pas comment tu les appelles, mais c'est-à-dire que la densité forte qui permet plein de choses, etc., dont le gainage, peut être gérée avec le temps par une dédensification du couvert arboré quand il faudra, s'il le faut, le faire un jour. Peut-être, mais en tout cas, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. On a fait un tour du chantier avec Jean-Michel Meuriot, les responsables du service des espaces verts et les gens qui vont être chargés de l'entretien, pour se dire justement que cette question, c'était aussi une autre dimension essentielle du projet. C'est-à-dire que le jardin est inauguré, mais la vie du jardin commence. Et qu'à partir de maintenant, cette question-là, de savoir comment on entretient, comment on conduit les végétaux, ça va véritablement donner sa véritable physionomie au jardin. Comment on accentue les contrastes, parce qu'on a fait des ambiances qui sont très différentes les unes des autres. Et donc, comment on travaille dans le temps et comment les choses qui viendront peut-être perturber ce qu'on avait imaginé finissent par être aussi intéressantes que celles qu'on avait nous-mêmes imaginées. Comment la manière dont les choses évoluent finalement, la vie même de ce jardin devient un élément de composition, non pas une composition qu'on fait sur un dessin. En fait, ce n'est pas la conformité au projet qui est importante, c'est la manière de le conduire dans le temps, quitte à parfois déroger à ce qu'on avait imaginé pour tenir compte de la façon dont les choses évoluent. En fait, on parlait des lieux qui ont leur propre identité. En fait, il faut aussi imaginer qu'un jardin, une fois qu'on l'a livré, a sa propre vie et que, en réalité, il faut pouvoir s'en occuper comme on s'occupe de la croissance d'un être vivant, et que l'entretien, ce n'est pas juste une façon de le maintenir, c'est une façon de le cultiver, c'est une façon de le faire grandir, d'accompagner sa croissance. Et c'est ce à quoi moi j'ai proposé d'être associé. Et on a commencé à parler de ces questions avec Jean-Michel, et j'aimerais bien qu'on arrive à poursuivre cette conversation parce qu'elle me semble, sans mauvais jeu de mots, très fertile. C'est vrai, par exemple, que quand Alexandre Chemetov, il a mis par exemple, des catalpas et des ficus macrophylla. Ficus macrophylla, ça pousse moins vite, mais ça va vivre des centaines d'années. Ça va devenir un arbre énorme. Alors peut-être que le catalpa lui disparaîtra. Il disparaîtra d'occuper l'espace en même temps que l'autre, en attendant que l'arbre
plus petits le remplacent. Donc, effectivement, il y aura un phasage au cours des années, des décennies, voire même des siècles, pour avoir effectivement une évolution de la palette, mais en mettant des arbres très intéressants, mais plus petits, qui vont pouvoir pousser. Et en gros, on a fait une sorte pas de préverdissement, mais une sorte un peu d'occupation d'espace, et il y aura un cycle de végétation qui se fera, quoi. Puis on a fait un travail de... Parce que déjà, en allant choisir les végétaux dans les pépinières, on a fait évoluer le projet. En fait, c'est-à-dire que il y a un rapport très vivant à cette question et dans lequel on retrouve, d'ailleurs, quand on lit des récits historiques de la façon dont les gens créaient des parcs, des jardins, même des villes ou des bâtiments, en réalité, on est aujourd'hui un peu omnubilé par l'idée d'être conforme à quelque chose, conforme à un projet, conforme à des quantités, à des proportions, à des choses qui s'expriment dans des tableurs Excel. Et en fait, il faut surtout être conforme à l'esprit des lieux et se servir au fond de la fabrication des choses pour leur donner vie. Et l'entretien fait partie de ça, la création aussi. Les contraintes, je pourrais juste parler d'une chose, c'est qu'on a fait ce projet sans avoir de plan d'état des lieux précis de ce qu'on allait découvrir après les démolitions. Et on a été amené à adapter le projet plusieurs fois pour tenir compte d'un état des lieux qu'on a découvert en cours de route. Mais ce travail-là, il n'est pas un travail de renoncement au projet. Il est tout au contraire un travail qui supporte le projet, qui lui redonne une dynamique et qui lui donne tout son sens. Et c'est cette question-là qui est très intéressante. Par exemple, les tuyaux d'assainissement, on ne les a pas fait exactement comme on avait imaginé parce qu'on a rencontré des obstacles. Il a fallu sans cesse adapter les choses. Mais l'essentiel est là. Et la façon de le faire, c'est d'accompagner le projet dans sa réalisation. On a fait ça avec nos partenaires du bureau d'études Ingérop, mais nous-mêmes, on s'est investi dans des questions techniques, dans ces questions de calcul du stockage de l'eau, de mise au point des systèmes d'arrosage, de profil, etc., de choix des végétaux, voilà, tout ça inspiré aussi par des visites en pépinière. Parfois, Jean-Michel était en Italie et on a vu des arbres qui nous ont tapé dans l'œil et ils ont été pris. Et donc, tout ça, ça permet de faire partager l'idée que c'est une matière vivante. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est une chose qu'il faut vraiment faire partager, quoi. Merci beaucoup de ce partage de votre conviction. Et qui est la naissance, enfin, vous prêchez un convaincu, comme vous l'imaginez, Ouais. et qui est la naissance de notre métier. Mais ça m'a fait penser, c'est pour ça que je vous en parle aussi, j'en ai parlé ce matin, du parc Jacques Chirac à Nîmes, qui est une ancienne friche horticole sur 15 hectares et 2 kilomètres de long, où là, les arbres sont déjà, c'est les invendus de la pépinière qu'il faut trier, entre guillemets, pour Ah faire oui. un espace public. Voilà, donc ça rebondissait par rapport à la présentation de ce matin. J'ai une petite question à propos d'entretien. Ces réservoirs d'eau, donc linéaires, si je comprends bien, ils vont demander beaucoup de maintenance pour effectivement qu'ils relâchent l'eau comme il faut. Oui, enfin, il faut s'occuper de l'équilibre entre parce que tout ça est en pente. Oui. Donc, régulièrement, il y a une série de regards. Dans ces regards, il y a des pompes qui permettent d'équilibrer les différents tuyaux et de se servir de l'eau, soit pour l'arrosage, soit pour l'alimentation des bassins. Tout ça voilà, nécessite un peu de savoir comment tout ça marche, de l'éprouver, de l'accompagner. C'est pas très, très compliqué. Ça reste assez simple, assez mécanique, assez rudimentaire. Mais bon, il faut un peu s'occuper de la maintenance de tout ça. Mais l'eau, c'est de l'eau brute. C'est de l'eau de pluie. Justement, il y aura plusieurs choses. Il y aura effectivement, ça dépend aussi des saisons, ça dépend de la pluviométrie. Si on arrive à avoir assez d'eau
de pluie, on pourrait effectivement remplir les bassins. Mais si avant l'été, on n'a pas assez d'eau, on pourrait effectivement les remplir en eau brute. Parce que des fois, et j'ai peur que ça ira de plus en plus, on a effectivement des restrictions d'eau qui sont faites avec des arrêtés sécheresse. Et ça permet effectivement d'anticiper les arrêtés sécheresse à la fois par le stockage d'eau et à la fois peut-être d'ici en 2030 par la réutilisation des eaux usées traitées. On est en train de travailler avec la DDTM, là, qui est de la préfecture, pour avoir des exonérations, des exemptions d'arrêtés sécheresse pour certains cas précis, notamment le stockage d'eau, la réutilisation soit de l'eau brute ou soit effectivement de l'eau usée traitée, pour effectivement qu'on ait toujours de l'eau potable qui sera hyper prioritaire. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe peut-être en 2030, en 2050, on sera bien content d'avoir des stockages d'eau pour pouvoir arroser nos jardins et pas les laisser crever. D'accord, merci de cette précision. Une question dans la salle. Merci pour les deux présentations. Moi, j'ai une question. Donc, en tant que chargée de projet au bureau de l'eau dans la ville, au département de la Seine-Saint-Denis, ce matin, on avait évoqué un projet au parc de la Bergère qui fait appel à des eaux non conventionnelles pour des jeux d'eau pour enfants. Et donc, vous avez parlé lors des deux présentations, vous avez parlé de brumisateurs et d'asperceurs qui font appel à des lots donc soit pluviales, soit Pas du tout. brutes. Ah non, ok. Pas du tout. On est obligé d'avoir de l'eau potable pour Oui, la c'est ça. brumisation. Actuellement, ça ne le permet pas. La seule chose qu'on peut avoir, c'est pour l'arrosage et pas en aspersion qu'il y a du monde. C'est les seules dérogations qu'on a eues parce qu'on est Ok. on est en phase de contractualisation avec la RS qui est très, 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 très regardante et très sévère. On ne peut pas arroser s'il y a du vent à plus de 50 km/h. Donc, on est obligé d'installer un anémomètre au parc Phoenix. On ne peut pas arroser, par exemple, il y avait le FNAC qui était à côté, il a fallu qu'on se recule de 20 mètres pour ne pas mouiller les tables qui restent la nuit, pour ne pas que les gens puissent s'intoxiquer. Enfin, il faut voir qu'il y a des contraintes phénoménales, alors que l'eau, la Reut, dans certains pays, ils la boivent. En Espagne, en Israël, ils servent vraiment à arroser. Donc, c'est pour ça que nous, en France, on est quand même très en retard. On a une réglementation qui est très sévère et très restrictive. Mais ils sont en train Ils sont en train, ça sera obligé, hein, je veux d'ouvrir dire, des expérimentations parce qu'ils ont lancé une appel tout à fait. ouais, sur les zones non conventionnelles. Donc, Hum. bon, j'espère que ça va faire C'est bouger. impossible pour la brumisation. Déjà, la brumisation, nous, on a eu des problèmes parce qu'on avait une brumisation au niveau du sol dans la première phase de la coulée verte et qu'on n'a pas pu maintenir au niveau du Covid parce qu'ils avaient peur qu'en pulvérisant de l'eau, qu'elle soit sale, que les gens marchent dessus et qu'on puisse contaminer, nous autoriser uniquement une pulvérisation avec des mâts en hauteur pour pas que l'eau sale vienne du sol. Donc, c'est vrai on est très, très contraint. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'avais une curiosité sur les éventuelles crues du Paillon. Est-ce qu'il y a suffisamment de place sous les arches pour affronter d'éventuelles crues de débordement? Ou bien est-ce que vos magnifiques jardins pourraient être envahis par les eaux en cas de crue exceptionnelle? Il est clair que le Paillon, ça peut arriver. En 1940, il y avait 1500 mètres cubes d'eau par seconde, ce qui est quand même plus de 3 fois le débit de la Seine à Paris, et c'est le débit du Rhône, mais pendant quelques heures. Donc effectivement, ça peut tenir en gros jusqu'à 1000 mètres cubes d'eau par seconde, mais si on a une crue aussi redoutable, on peut avoir effectivement des débordements, mais c'est pas le Paillon qui va être le plus grave, ça sera tout ce qui est la ville à côté, parce que là, par exemple, la vieille ville, elle est construite avec des digues qui sont au niveau des boulevards, mais en dessous, on a à peu près 5 mètres en dessous. Donc, effectivement, je pense que les gens ne pleureront pas sur nos pauvres petites plantes, mais ils pleureront sur des rez-de-chaussée qui seront inondés. Donc, c'est vrai que ça sera effectivement, il y a une épée de Damoclès. On a eu la chance avec Tempête Alex en 2020, la chance entre guillemets qu'elle se passe en la Vésubie et à la Roya, mais si ça avait été tombé sur le Paillon, ça aurait pu être très très grave aussi. Donc c'est vrai qu'on est un peu l'épée de Damoclès. Bon, après, il faut se rappeler aussi de la crue de 1910 dans la Seine, à Paris, où il y a eu un tiers de Paris qui a été inondé. Et si jamais ça revient, je pense que là, avec l'informatique, tout ce qui est métro, tout ce qui est RER et tout ça, je pense que Paris aura de quoi pleurer aussi. Merci. Vous avez mis en place un suivi, une surveillance, des alertes? Tout à fait, oui. Il y a un système, effectivement,
de niveau de. C'est pour ça d'ailleurs quand il y a trop d'eau, qu'il y a des détecteurs et on arrête parce qu'il y a une voie qui passe sous l'une des voûtes du paillon là, qui est une voie routière et elle est arrêtée, et les gens ne descendent pas s'il y a trop d'eau à un endroit au niveau de l'Ariane, donc automatiquement on arrête la voie. Mais effectivement, dans les cas de grands débordements, bon, après, si c'est une fois tous les 100 ans, tous les 150 ans, on verra un peu ce que ça donne, quoi. On sera plus là. Sachant que le paillon à On ciel a le temps ouvert, de voir. sachant que le paillon à ciel ouvert se situe juste à l'extrémité du projet. On le voit, il est de l'autre côté de la voie ferrée qui traverse Nice. Mais comment dire, vu le système de rehaussement des quais du paillon, les points les plus bas de la ville ne se situent pas, enfin sont dans le lit du paillon, mais sont par ailleurs, sont ailleurs en ville. En fait, la question, c'est que les points de niveau les plus bas descendent directement vers le port. Et d'ailleurs, on le voit dans les boulevards, tous les terrains en contrebas sont en contrebas des quais eux-mêmes qui avaient été exaucés. Et donc, jusqu'à présent, le paillon est resté dans son lit. Merci beaucoup et merci de ce partage de vos convictions de paysagistes et d'architectes.